et 106 rédactions du monde entier ont eu accès à des informations inédites. Des informations sur des montages offshore dissimulés par des milliers d'anonymes, mais également des personnalités. Alors pour tenter d'y voir un peu plus clair, on est justement avec un des journalistes du Monde, Samuel Laurent. Bonsoir, merci d'être avec nous sur iTélé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur ces Panama Papers ? Tout à fait. Donc ce sont effectivement à peu près 11 millions de documents que s'est procuré Le Monde et qui a donc à travailler avec 106 rédactions mondiales, coordonnées par une organisation américaine qui s'appelle l'ICIG, et que nous révélons donc ce soir. Mossack Fonseca, qui est la société dans laquelle nous avons ces documents, est une des grandes plateformes de création de finances offshore mondiales. Les documents que nous avons vont de 1977 à 2015, donc ils sont assez récents. Et ils nous permettent en fait de documenter les milliers de comptes offshore détenus par cette société et surtout, dans bon nombre de cas, leurs possesseurs qui peuvent être, vous allez le voir toute la semaine puisqu'on va en parler toute la semaine largement, des personnalités du foot, des personnalités de la finance évidemment, mais aussi des personnalités politiques, des chefs d'État, des sportifs, des artistes qui donc essayent d'échapper à l'impôt via des sociétés offshore, que ce soit pour des raisons simplement d'évasion fiscale et de paiement d'impôts ou pour des raisons d'argent sale ou de criminalité. Samuel Laurent, est-ce que vous pouvez nous donner concrètement des noms ? Alors, je ne peux pas vous donner tous les noms ce soir puisqu'on a une politique internationale d'embargo. Les noms que je peux vous donner sont ceux qu'on cite ce soir. Donc là, il commence à y avoir une crise politique en Islande puisque le Premier ministre en exercice en Islande fait partie, par exemple, des détenteurs de comptes offshore. L'autre nom que nous évoquons ce soir, c'est celui du président russe Vladimir Poutine, dont l'entourage a également tout un système offshore dans des proportions très importantes qui laissent penser qu'il y a une forme de blanchiment d'argent public via ces circuits offshore en Russie. On donne également plusieurs noms de sportifs français, donc en l'occurrence Michel Platini, qui détient également une société offshore, ou le footballeur Lionel Messi. Alors, vous venez de citer le nom de Michel Platini, mais est-ce qu'il y a d'autres Français qui sont concernés justement ? Il y a évidemment d'autres Français qui sont concernés, il y en a beaucoup. On va y revenir toute la semaine. On a préféré séquencer un petit peu les choses pour éviter de noyer sous des tonnes et des tonnes d'informations et de révélations. Mais on viendra très largement sur la France où évidemment non seulement la classe économique française, mais la classe politique sont évidemment très concernées. Alors pour revenir justement sur cette fuite, on va essayer de comprendre comment vous avez eu accès à ces documents. C'est un travail qui s'est fait avec 106 rédactions. Comment ça s'est passé exactement ? Oui. Donc en fait, c'est un petit peu le même principe qu'on avait lancé plusieurs opérations du même type. Donc SwissLeaks, par exemple, c'était un peu le même principe. Un consortium qui est basé à Washington, qui s'appelle l'ICIG, qui en fait réunit des rédactions du monde entier pour leur permettre de travailler sur ces nouveaux types de fuites qu'on a depuis quelques années, où on récupère en fait un matériel qui est colossal. Je ne sais pas si vous imaginez 11 millions de fichiers à traiter, mais évidemment une rédaction seule ne pourrait pas y arriver. Même déjà avec 106 rédactions, c'est quasiment un an de travail de ces 106 rédactions qui représentent presque 300 journalistes. Donc l'idée, c'est de se mettre ensemble, d'utiliser des outils communs et ensuite comment on travaille. Je vais peut-être pas rentrer dans les détails concrets de comment on a travaillé, mais enfin c'est beaucoup de travail de recoupement, de navigation dans des centaines et des milliers et des dizaines de milliers de documents, d'essayer en fait de tirer un fil dans cette espèce de botte de foin énorme pour arriver en sortir des choses intéressantes et des histoires et des enquêtes. Et justement, le travail s'est fait en bonne intelligence avec toutes ces rédactions. Expliquez-nous concrètement comment ça se passe. Eh ben évidemment oui, alors c'est vrai que c'est dans le journalisme on a plutôt l'habitude d'être concurrents, mais là ici il s'agit de travailler en commun. Donc l'ICIG a mis en place des outils pour qu'on puisse travailler à plusieurs et évidemment chaque rédaction était encouragée à partager ses découvertes avec les autres puisque l'idée c'est vraiment de faire un travail en commun. Donc par exemple le travail qu'on sort là sur Vladimir Poutine et sur la Russie, c'est une collaboration entre des journalistes du Monde et des journalistes de différents médias russes. Vous m'avez dit que vous alliez un peu égrener ces informations, que vous alliez donner d'autres informations demain. Comment ça va se passer ? À quoi faut-il s'attendre concrètement cette semaine ? On va essayer en fait surtout de brosser un panorama un petit peu exhaustif et d'aller au-delà de la simple révélation des noms et d'essayer de faire comprendre un petit peu quel est le système du offshore, pourquoi c'est important, pourquoi ça pose un problème pour les économies mondiales. Et donc on va essayer de le faire sous différents aspects. Donc là on a abordé, et demain on abordera encore les chefs d'État et les chefs de gouvernement qui sont impliqués. Voilà, il y en a une quinzaine. Ensuite on va essayer de décliner les choses. Donc pour la France, expliquer un petit peu, notamment dans les milieux d'affaires, les milieux économiques français, mais également dans les milieux politiques,
On évoquera également d'autres cas, par exemple les milieux de l'art, où il y a également aussi beaucoup de recours à la finance offshore. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'on est sur une masse de données d'une telle ampleur qu'on n'a sans doute pas pu trouver tous les noms, puisqu'ils sont plus ou moins faciles à trouver selon les documents, et que peut-être il y a encore des choses sur lesquelles on pourrait revenir. C'est tellement énorme qu'on pourrait travailler sans doute 2 ans là-dessus. Et puis pour ceux qui nous rejoignent, parce que c'est très technique quand même, on va revenir justement sur ce qu'il aurait reproché concrètement à ces personnalités et aussi à ces milliers d'anonymes. Tout à fait. Ce dont on parle, c'est de la finance offshore. Donc la finance offshore, le principe classique quand vous vouliez jusqu'ici échapper au fisc, c'était d'avoir un compte en Suisse. Mais aujourd'hui, même la Suisse est mieux régulée, les autorités bancaires suisses transmettent des informations. Donc ce qui se fait de plus en plus, c'est le recours à des sociétés offshore. Le principe, c'est que vous créez une société, par exemple au Panama, comme c'est le cas ici avec Mossack Fonseca, mais vous pouvez aussi aller dans les Bermudes ou dans un tas d'autres endroits dans le monde qu'on appelle des paradis fiscaux, dans lesquels vous allez créer une société qui en fait sera une société fictive qui va détenir pour vous un compte en banque. L'intérêt, c'est que du coup, votre nom n'apparaîtra pas, puisque ce sera la société qui détiendra le compte et pas vous. L'exemple concret qu'on peut prendre, qui est assez récent, que vos téléspectateurs se rappellent peut-être, c'est celui des époux Balkany, qui avaient été donc épinglés par la justice pour avoir justement utilisé des sociétés offshore pour posséder des villas au Maroc et à Saint-Barth, sans que ça n'apparaisse aux yeux du fisc, et donc sans payer d'impôts dessus.